Benjamin, il va avoir la Smala Familia, la guérie. Et Benjamin, le beau, est juste devant nous. Quelle beauté. Voilà. Et ma chérie, je vais te présenter. Benjamin, c'est l'un de mes élèves. Et il a fait un miracle déjà. Et Naya, elle a le meilleur papa du monde. Ouah. Ça fait plaisir. Et attention, hein, la fréquence de Mara, je sens, hein, c'est... Il y a une hyper présence. L'un de mes sujets, c'est trouver son génie, comme tu le sais. Oui. C'est l'un des premiers livres qui a été écrit en français sur ce sujet. C'est mon ami Michel Salofkost. En fait, il organisait des voyages. Trouver son génie au Sahara. Et dans ce livre, à un endroit que je vais retrouver un moment, il y a les photos où ils sont au Sahara. Je crois même qu'on voit la marche dans le désert sud-marocain et développement du potentiel individuel. Et quand j'ai appris que tu gérais l'agence... C'est elle qui gère les retraites. Ouais. C'est ma mère l'organisatrice. Et elle nous a fait un travail pour novembre. On va dormir dans des lits. Dans des maisons ou... Dans des tentes, ouais. Ah ouais. Benjamin, du coup, tu voudrais mettre en place des voyages spirituels? Voilà, cette opportunité de mélanger le stage spirituel, développement personnel et le voyage dans des lieux initiatiques qui sont porteurs de sens et qui aident justement à ouvrir la conscience pour pouvoir trouver son âme, trouver son génie. Mon ami Michel Salofkost, qui avait initié le travail sur trouver son génie en France, avait déjà fait ça et il passait par un organisme en France qui s'appelle Oasis Voyage et il organisait des retraites trouver son génie dans le désert marocain, au Sahara, donc les dromadaires et tout ce que vous connaissez. Dès que j'ai découvert Maha, j'ai vu tout un tas de liens. Alors déjà, il était de Clermont, on m'envoie un maître et il trouve le moyen qu'il soit de Clermont quand même. C'est génial et le divin est vraiment très fort. Bah écoute Benjamin, je vais te dire ce que je ressens. Yes, ça marche. C'est ton jus, hein, t'inquiète. Je vais pas te le descendre. Je suis content de te voir. Je sais que je suis avec un grand être de lumière. Du coup, j'adore ce sentiment-là. Comme si t'es un incognito, mais je te vois. Et je l'ai démasqué. Allez. Comment tu te sens là tout de suite? Comment ça va? Il faut que vous sachiez que bien avant que vous arriviez, déjà, j'ai commencé à ressentir une joie. Et genre, j'avais un sourire. Le seul critère pour comparer, c'est que vous savez, quand vous tombez amoureux, et que vous avez le sourire, vous ne comprenez pas, vous souriez. Voilà, bah, c'est le même effet. Grand sourire du cœur de l'âme. Il y a de la magie dans l'air. Je ressens les corps de lumière de Maha. C'est cette hyper présence. Et je le savais, hein, ça m'a dit ça tout de suite. Tu vas voir, le chant, il est fort et tout ça. Tu veux faire une expérience? Allez. On élève. Prends ma main, j'élève la vibration. Et là, ça chauffe un peu, là. Tu vas commencer à taper des barres de rire, tu vas voir. C'est génial qu'on se rencontre. Tu m'as connu par les réseaux, donc je sais plus exactement comment. C'est TikTok? TikTok. Ok, on s'est croisés sur TikTok. Tu m'as vu en premier. C'était en live? C'était en live, ouais, absolument. Combien de temps tu m'as regardé avant d'oser m'écrire? Oh, je dirais 2 semaines à peu près. Quand TikTok m'a envoyé ton live la première fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette énergie et tout? Et puis il y avait l'espèce de truc où t'es intrigué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça sur TikTok, mais j'avais jamais vu. Donc après, il y avait, ok, donc il y a des miracles. Alors, le concept de miracle, bah, j'y suis un petit peu ouvert parce que il y a la tradition chrétienne dans laquelle est ma famille. Et puis moi-même, j'ai retrouvé plus tard, j'ai rencontré Jésus et j'ai ouvert cette case que c'est possible, etc. Puis après, ben, alors, c'était des miracles version 2025. En live, sur TikTok. Oui, avec du débit. J'ai regardé le site, hein, bien sûr. Et alors,
Un des trucs qui m'a convaincu, c'est quand j'ai commencé à lire, il y avait un peu des offres gratuites et j'ai lu le premier volume des dialogues. Et moi, je suis un peu un universitaire, voilà, je suis formé à la pensée, la philosophie et j'écris. L'écriture, c'est mon don depuis tout petit. J'ai vu la qualité de l'écrit. J'avais lu des livres comme Dialogue avec l'ange ou Conversation avec Dieu, des choses comme ça. Tu peux m'en parler de la qualité de l'écrit? Parce que moi, tu sais, comme j'étais un tout nouveau et je recevais les messages de mes guides, et puis pour moi, c'était juste ça. Toi, tu parles de qualité de l'écrit, c'est quoi qui te touche? Moi, j'ai développé ma clairaudience, donc je sais ce que c'est. Mais le niveau de clairaudience de Maha, voilà, c'est le top du top. J'ai vu qu'il faisait parfois des livres en un jour ou une nuit comme ça. Je vois tout à fait ce que ça représente, parce que moi, je fais des trucs comme ça, mais c'est genre 10 pages. Mais 120 pages... Après, je me disais, un arnaqueur n'écrirait pas 70 livres comme ça. C'est pas possible. Après, je voyais toute l'information qu'il y avait dedans. J'ai reconnu la fréquence du guide. Quand je relationne avec mes guides, il y a cette fréquence inconditionnelle, empreinte d'une douceur d'un autre plan, tu vois. Ça ne faisait en moi que valider. Ça, c'est authentique, ça, c'est du crédible. Et comme aussi j'ai un long parcours spirituel derrière moi, j'ai tout de suite reconnu qu'il savait des choses qui sont à la pointe de la spiritualité et que, en plus, il y avait des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Je me dis, waouh, il a des choses à m'apprendre en plus. C'est vraiment rare ça pour moi aujourd'hui, après tout le parcours que j'ai eu, que je puisse tomber sur quelqu'un qui m'apprend. Voilà, et donc tout ça, ça a fait tomber très rapidement tous les doutes, etc. Donc, ça veut dire qu'avant de m'approcher ou de communiquer avec moi, tu avais tes gardiens, ton discernement. Ouais. Tu m'as passé au crible en fonction de Oui, ton quand même. chemin et tout ça. Parce qu'il faut se méfier dans le milieu. Heureusement que tu as ouais. fait ça. Je me suis dit, waouh, c'est dingue. Parce que déjà, il y a le niveau un peu, disons, de l'enseignement, mais il y a le concret. C'est-à-dire qu'après, il y a des actes et il y a des résultats. Et s'il y avait eu que l'enseignement, j'aurais déjà pu apprécier. Mais les actes, j'avais compris il y a quelques temps, disons il y a 1 ou 2 ans, que la réalisation divine, c'était aussi une puissance. La puissance de faire des choses surnaturelles, divines, etc. Et que forcément, c'est un marqueur des êtres réalisés, le fait qu'ils peuvent réaliser ce genre de choses. J'ai beaucoup navigué dans le milieu spirituel, développement personnel, j'ai vu tous les pièges, les arnaques et tout ça. Il y a une phrase que tu as dit qui m'a touché quand tu as dit « Un arnaqueur n'aurait jamais fait ça. Ouais. N'aurait jamais écrit 70 livres comme ça. Ouais. » Qu'est-ce qui, dans ta pensée, te connecte à l'évidence qu'un arnaqueur n'aurait pas fait ça? Parce que c'est un investissement de sincérité, en fait, d'écrire 70 livres. Moi, j'en ai écrit quelques-uns dans ma vie, je sais le travail que c'est. Alors les tiens, tu les écris peut-être un peu plus vite parce que c'est de la canalisation directe et tout ça, mais je mesure l'effort que c'est. Et en plus, après, il faut voir ce qu'il y a dans les livres, bien sûr. Ah oui, donc toi, tu en as lu plusieurs, en fait. Là, je suis au volume 13 actuellement. Non, j'ai commencé le 14, voilà. C'est l'un des plus avancés actuellement, j'imagine. Ouais. Parce qu'il y en a 20 de disponibles et j'en ai écrit 76. Ce qui est riche, c'est pas seulement qu'il y a la vérité qui tombe du ciel, c'est qu'il y a un processus. Moi, j'ai toujours apprécié cette idée d'un maître qui est lui-même en train d'évoluer. Parce qu'il y a aussi tous les maîtres qui se présentent comme étant déjà aboutis, ils n'ont plus rien à apprendre, ils ont déjà tout, etc. Bon, peut-être que ça existe, il y a des avatars aussi, ça j'y crois. Mais j'aime cette idée d'un maître qui évolue, qui partage son évolution pour que d'autres qui passent derrière puissent comprendre tout un tas d'aspects. Et puis en plus, on s'identifie mieux, tu vois, parce qu'on se dit, ah oui, mais ça aussi je l'ai eu, je suis passé par là. En plus, il y a tout ce qui concerne le masculin, donc la gestion des relations humaines au niveau des couples et tout ça. C'est du réel, on se dit, mais c'est la vraie vie en fait. Tu vois, on n'est pas face à quelqu'un qui est sur un nuage, on ne peut pas s'identifier. En plus, il y a une authenticité super rare, c'est-à-dire qu'il n'a pas censuré sa vulnérabilité quelque part. Tu vois. Il y en a beaucoup qui font le choix de ne pas montrer leurs faiblesses, de ne pas montrer leurs difficultés et tout ça. Pour que les clients puissent se dire on peut se fier à lui. Alors que si on pose sa vulnérabilité, moi j'ai eu ça, même encore aujourd'hui, là je traverse des difficultés, etc. Il y a certaines personnes qui pourraient se dire oui, mais comme il a des difficultés, on ne peut pas se fier à lui, puisque vous voyez bien, lui aussi il a des problèmes. Moi je ne peux me fier qu'à quelqu'un qui n'a plus aucun problème. Et bien non, en fait, au contraire,
les gens les plus sincères, authentiques, voient ça comme une preuve de qualité, qu'une personne ait le courage de partager sa vérité. Voilà. Et ça, c'est très rare aussi. Un jour, je devais avoir 12 ans, mon père a quelque chose qui parlait d'un bodhisattva. Et il y a 10, 11, 12 ans, tu sais, tu arrives au collège et on commence à te faire des points d'orientation. Quel métier tu veux faire plus tard? Rien ne me parlait. Rien ne me parlait. Rien ne me parlait. Ouais. Et comme mon père a dit bodhisattva et qu'il a décrit ce que c'était, j'ai dit oui. J'ai trouvé ça super bizarre. Et c'est que plus tard dans le chemin, d'ailleurs dans les livres tu le vois, hein, à aucun moment je veux être un maître, à aucun moment je cherche ça. Tu le verras dans l'un des tomes, je crois que c'était à partir du tome 30, 33, je reçois le titre de maître. Pourquoi les livres ont été commandés? Parce que récemment, et tu as été témoin de, je pense, 50 miracles ou 100 miracles. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Nico et il m'a dit, tu sais, je trouve ça incroyable ton humilité. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, parce que je connais des gens qui font moins que toi, qui réalisent moins que toi et qui se la jouent 100 fois plus que toi. Et je disais, ah bon? C'est pas mon chemin, c'est pas trop mon prix d'être au-dessus de ce que je suis. Je joue à être exactement là où je dois être. Ah ouais, d'accord. D'un coup, on dirait que ça n'a aucun rapport, mais d'un coup, j'ai la vision d'un futur où des gens m'idéalisent et m'adulent, qui est d'un coup neutralisé grâce aux livres. Absolument, c'est ça. Parce que Voilà. si les gens lisent les livres et qu'ils comprennent qu'il y a un processus d'évolution, tout le monde peut dire, bon, bah, si je le fais, j'aurai le fruit par mon chemin. Alors que s'il n'y avait pas tous ces livres et que j'arrive en 2030, je lève la main et qu'il y a des milliers de miracles, il y a adulation. Et s'il y a adulation, il y a soustraction du chemin. Les gens ne feraient plus le chemin eux-mêmes, ils se diront, bon, allez, on le met en sauveur, Voilà, c'est ça. et puis c'est réglé. Alors qu'ils doivent, on doit faire le chemin. Je dis la même chose par rapport aux génies. On a beaucoup mis les génies sur un piédestal comme s'ils étaient d'une autre nature. Et du coup, on s'identifie pas, on les admire, c'est tout, tu vois. Alors que dans l'enseignement que je propose, il y a cette idée que la graine de génie, on l'a tous. C'est comme un arbre. On a tous la graine de cet arbre en nous, puis les génies, eux, ils ont déployé l'arbre. Mais on a tous cette graine. Voilà. Donc ils sont pas d'une autre nature que les autres. Ils sont juste développés à un autre degré, comme un arbre qui est déjà pleinement épanoui, alors que d'autres sont à peine en train de germer, tu vois. Et donc, il faut créer cette culture qui invite tout le monde à croire en son propre potentiel, et y compris au niveau spirituel. Alors là, pour le coup, ça m'a fait penser quand tu as dit le mot bodhisattva. Moi, c'était la même chose avec écrivain. Ça a commencé à 7 ans, moi. À 7 ans, j'écris mon premier poème. Alors, c'était très mignon. Hein. Vous voulez que je vous le dise? Ouais, mon premier poème. Carrément, si tu t'en souviens, c'est génial. L'oiseau du Colorado mange du miel et des gâteaux. Il n'a pas peur dans son préau. Il mange du beurre au cacao. J'avais compris le principe de la rime, voilà. Bon. J'ai commencé comme ça. On était vraiment dans le stade où il mange. Il mange, il mange. Mais à cette époque, j'avais justement un problème avec le fait de manger, parce que moi, jusqu'à à peu près CE1, je voulais pas manger. Le concept de manger, je trouvais que j'en avais pas besoin, et en plus, je croyais qu'on allait m'empoisonner. Et après, j'ai rencontré un bon vivant qui, lui, aimait manger, qui était mon copain, et je me suis dit, mais du coup, moi aussi, je peux manger comme ça, et je me suis mis à manger, et ça a disparu d'un coup comme ça. Mais mes poèmes témoignent de ce passage où ça travaillait autour de la nourriture. Quelques années plus tard, c'était en CM1 ou CM2, il y a un professeur qui vient dans l'école qui dit, voilà, j'aimerais qu'on participe à un concours de poésie. Et là, j'écris un vrai poème, du coup, en alexandrin, sur une rose. Le thème, c'était la fleur ou la rose. Et là, alors, du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est je gagne le concours, mais le jury ne croit pas que c'est moi qui ai écrit le poème. Donc, ils me mettent en numéro 2, et celui qui a le premier prix, c'est mon pote, le fameux bon vivant. On était une petite bande déjà de créatifs. Voilà, je suis tombé sur les bonnes personnes d'ailleurs pendant toute mon enfance. Ça a été une vraie protection par rapport à la norme et tout ce qu'elle peut avoir d'inconscient et tout ça. On a été isolés, on a pu se développer à une petite bande de 3 comme ça. Et puis ça s'est développé, l'écriture, et je me souviens, tout petit, je prends un coquillage et j'écris dessous « Je veux être un grand écrivain ». Wow. Et avec ce réflexe déjà assez étrange, alors je connaissais rien à la spiritualité, mais
j'étais abonné à un truc du genre j'aime lire, tu vois, mais avec des petits auteurs français, tu vois, avec des petits extraits pour les enfants. Je prenais chacun de ces livres, alors le livre sur Zola, le livre sur Balzac, je posais ma main dessus et j'absorbais l'énergie de l'écrivain. Et ça me disait déjà en moi, je récapitule. Aujourd'hui, je sais ce qui se passait. Ah, mais Avec c'est la mon même. langage et ma conscience. Mais quand j'étais gamin, je faisais ça. J'absorbais comme toi. Oh là là, personne m'a jamais dit ça. Bah pareil. Alors Brice demande, est-ce qu'on peut revenir sur la poésie? Il n'a pas de micro pour l'instant. Alors déjà, je me suis incarné dans une famille avec beaucoup de côté littéraire. Mon père est poète, il a écrit beaucoup de recueils. À la maison, il y avait beaucoup de littérature, de livres, philosophie, littérature, poésie et tout ça. Donc j'ai vraiment baigné dans tout ça et je pense que c'est pas pour rien que j'ai choisi cette famille d'incarnation. Il y a aussi la musique qui est très présente dans ma famille. Et du coup, ben, ça s'est développé comme ça naturellement par imprégnation familiale et aussi par le fait de ses vies antérieures, je pense. Alors donc du coup, bah, j'ai écrit d'abord sous la forme de la poésie. C'était la seule chose que je connaissais. Voilà, donc écriture. Alors déjà, du coup, j'ai compris bien plus tard que j'étais déjà en train de développer ma clairaudience entre la musique et la poésie parce que ça fait appel à l'oreille interne. Des fois, j'écris des poèmes à ma chérie et les alexandrins, pour moi, c'est comme un jeu, tu vois, c'est comme le Rubik's Cube. Pour toi, ça m'amuse et c'est assez fluide, quoi. Et ce sens du rythme, aussi bien dans la musique que l'écriture, ça a travaillé déjà l'oreille interne pour beaucoup plus tard découvrir ma clairaudience. Voilà. Et puis alors après, tout ça a maturé jusqu'à la découverte en terminale de la philosophie, où là j'ai découvert un autre mode d'écriture qui est la pensée, canaliser des idées. Et donc ça m'a vraiment fait shifter. Après, j'écrivais plus que sous ce langage-là. J'ai abandonné tout ce qui est poétique. Il y a eu aussi la crise existentielle de l'adolescence qui a été très très forte pour moi, une quête de sens à un niveau où ça devenait vital. Un pourquoi inconditionnel, mais pourquoi? C'est pas pourquoi quelque chose de précis, c'est pourquoi tout, quoi. Et ça, c'était vital et ça m'a amené à chercher aussi des réponses. Et c'est là qu'à un moment donné, on déménage de banlieue parisienne à Clermont-Ferrand, j'avais 16 ans. J'arrive à Montjuset. Vous connaissez? Oui, je connais, on a joué là-bas. Et dans mon grand désespoir et ma quête infinie, à un moment donné, j'atterris à la Fnac de Jaude et je découvre le rayon spiritualité à 16 ans. 16 ans. Ouais, pareil. Ouais. Ouais. Encore un clin d'œil. Et donc, alors là, j'y connais absolument rien, je comprends pas ce qui est dit vraiment, je pense, mais il y a des images. Et donc, je découvre 3 visages. Osho, technique de méditation, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience de Sadprem avec le visage d'Aurobindo Fnac, Mahananda Mohi. Le visage de Mahananda Mohi. Et donc, j'ai beau ne pas comprendre vraiment ce qu'ils disent, je sens intuitivement, là encore, dans leur regard, qu'il y a quelque chose qui m'appelle, qui me dépasse, et je veux réaliser ça, même si je comprends pas. Voilà. Et donc, je lis tout ça pendant des années, sans vraiment comprendre, je pense, mais ça plantait des choses. Ça plantait des graines en moi. Je commence à essayer de méditer, mais pareil, je comprends pas vraiment, mais je le fais quand même. Et ça se développe petit à petit comme ça. Félicitations pour ton chemin. Ouais, c'est passionnant. La pensée, la recherche de réponses qui m'amène à la spiritualité. Mais comme tu le sais, il n'y a pas vraiment de cursus à l'université de spiritualité. Donc je me rabats sur la philosophie occidentale qui me fait beaucoup de travailler mon mental, qui me structure mon mental. J'ai trouvé aucune réponse dans la philosophie occidentale. Mais par contre, ça m'a appris à penser, à structurer mon mental. Et j'étais toujours un peu décalé pendant mes études parce que finalement, moi, je savais que la réponse, elle était dans la spiritualité et que tout ça, c'était un peu du mental, mais que en même temps, ça a son utilité de savoir poser les bonnes questions, structurer une pensée. Mais voilà, moi, j'ai toujours été au niveau scolaire dans cette position un peu particulière et rare de quelqu'un qui est bon élève,
mais pas la figure un peu stéréotypée du bon élève. Moi, j'étais le bon élève rebelle assis au fond de la classe. Ah ouais. Et donc, j'étais un peu entre deux, entre le rebelle et le bon élève. J'aimais pas le cadre, en fait, un peu étroit, borné, l'autorité illégitime à mes yeux, tu vois, l'absence de sens. On t'explique pas pourquoi tu dois étudier ça, on te l'impose, etc. Mais par contre, j'étais assez doué et il y a des professeurs qui m'ont remarqué, avec lesquels j'ai développé une correspondance après, qui m'ont donné ce regard sur moi de ouais, il y a quelque chose en toi, j'y crois et ça c'est important aussi. Je remercie quand même peut-être pas l'école, mais certains professeurs qui parfois posent un regard sur une personne et la révèlent comme ça à elle-même. Ça c'est important. Une de mes problématiques ces dernières années, c'est que j'ai été amené à parler dans beaucoup d'endroits, mais notamment universitaires, des conférences, aussi des festivals, des ateliers, des trucs comme ça. Et à chaque fois que je me fais inviter quelque part, je me sens limité dans ce que je peux dire. Parce que, bah, par exemple, l'université, ça reste une fréquence mentale, tu vois. Elle n'a pas été encore spiritualisée, l'université. Donc forcément, je calibrais mon discours, parce que moi, j'ai ce sens de l'adaptation à l'autre, tu vois. Je fais pas de forcing, je m'adapte, je me fais discret aussi. Et, euh, et donc, en fait, c'était hier ou ce matin, je sais plus, quand je me connectais à ce qui allait se passer aujourd'hui, ça me dit, waouh, t'as vu, il n'y a pas de limitation là. Et moi, j'ai passé les dernières années à me dire, bon, il faut que je crée mon propre espace pour pouvoir m'exprimer tel que j'ai envie de m'exprimer. Et là, je sens qu'il n'y a pas cette limitation. Donc, ça veut dire que ça peut couler naturellement, comme si j'étais dans mon propre espace. Et dans ma vie, j'ai toujours fait attention à ça, notamment même avec les amis et les compagnes. Quand je rencontre quelqu'un, mon critère, c'est de voir si ma parole, elle coule. Si ma parole coule, ça veut dire que il y a un alignement d'âme et que ça le fait. Et des fois, quand je sens que j'ai rien à dire, et alors mon mental se met à chercher, mince, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a rien qui vient. C'est que là, c'est pas fluide et que c'est pas le même plan, quoi. Dans l'un des messages que tu m'as écrit, tu as écrit « Je sais que je suis avec un maître authentique ». En t'écoutant aujourd'hui, je sais qu'il y a eu un grand chemin de discernement avant de m'écrire. Qu'est-ce qui a fait que tu as défini ça chez moi? J'ai vu, que par rapport à moi, ce que je connaissais de la spiritualité, il y avait tout ce qui était déjà connu en moi et qui était validé, connu, maîtrisé. Et puis, il y avait aussi tout ce que je connaissais pas, qui était un monde extraordinaire. C'est comme si j'avais découvert la spiritualité dans les années dont je vous ai parlé, vers 16 ans. J'ai passé toute ma jeunesse à fouiller toute la culture mondiale pour trouver des réponses. Ça m'a amené à ce qui se fait de plus avancé. Et à ce point-là, je trouve quelqu'un qui est encore plus loin. Et tout un champ d'informations qui avait même pas encore à l'avant-garde. Ça, on est à l'avant-garde de l'avant-garde, quoi. Qu'est-ce que t'aimes dans l'enseignement qui coule par moi? Alors, déjà, il y a le fait que ça résonne beaucoup avec la voie dans laquelle je m'inscris, qui est la voie évolutionnaire. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert un peu plus tard, après avoir fouillé tout un tas de spiritualités, le zen, le christianisme, le chamanisme. Je vous passe les détails. J'ai découvert une voie qui est celle d'Aurobindo à l'origine, mais qui s'est déployée beaucoup aux États-Unis, qui s'appelle la voie évolutionnaire. Et cette voie évolutionnaire nous dit que l'évolution, c'est pas qu'un truc matériel, scientifique, tel qu'on le conçoit dans notre société avec Darwin et tout ça. L'évolution, c'est un processus divin. L'évolution, c'est la conscience divine qui se déploie dans le temps progressivement. L'éthique évolutionnaire invite l'individu à participer à ce grand processus d'évolution et à contribuer à l'œuvre divine, donc. Et quand tu regardes un peu ce que fait Maha, cette conception du divin, le divin est amour, évidemment, ça, on l'a ancré depuis Jésus et ça continue, mais le divin est aussi créativité. Et ça, il l'a compris et il est lui-même créatif. Il y a beaucoup de maîtres qui incarnent la sagesse, le calme, la paix, l'amour, mais pas forcément la créativité, tu vois. La créativité. La joie enfantine aussi, alors ça, c'est autre chose
qui rassure aussi parce que tu vois qu'en fait, il se prend pas au sérieux. Et Moi, j'ai ça en moi. J'ai un gros enfant intérieur en moi. Et donc, tout ça rassure. est-ce que tu dirais que Maha est un pionnier évolutionnaire? Il vient d'une autre branche que celle dans laquelle je me suis inscrit, qui est celle de Babaji, des maîtres de l'Himalaya, Yukteswar, Yogananda. J'ai un lien spirituel avec l'Inde depuis toujours. J'ai un nom spirituel qui m'est venu en méditation, qui est Satyavir, un prénom indien, ce que je ne savais pas au moment où je l'ai reçu d'ailleurs. Donc la connexion à l'Inde. J'ai la joie de découvrir une autre branche de maîtres aussi grâce à Maha. Et il y a plein de correspondances. Par exemple, Babaji, alors tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais Babaji, il est connu pour une capacité extraordinaire sur justement la longévité, voire l'immortalité, tu vois. Et dans la voie évolutionnaire, Aurobindo et la mère, ils ont frayé aussi une voie pour dire la spiritualisation de l'homme, elle doit descendre jusque dans les cellules du corps. Le corps physique est concerné par la spiritualité. Il n'y a pas le corps physique périssable qu'on va désinvestir, on va s'en détacher parce que c'est médiocre et puis nous on rejoint le royaume céleste. Non, la spiritualité elle doit s'ancrer jusque dans la matière et donc dans le corps aussi. D'où les arts martiaux et dans la voie évolutionnaire aussi, il y a un gros travail sur le physique via le sport, via tout un tas de pratiques. Moi, j'ai l'impression d'être avec un être de lumière d'une puissance. Pouah. Il n'y a pas un qui est plus ou moins. On est côte à côte, tous ensemble, côte à côte. Ok, on check ça. Question? D'accord, donc Brice pose la question. Quand l'état d'immortalité incarné sera généralisé au plus grand nombre? Ou au moins visible sur une personne. Ou au moins visible sur Ce qui est un seul humain? déjà une ouverture, ouais. Alors, c'est deux questions complètement différentes. À la question quand est-ce que ce sera déjà visible sur une personne, c'est pas près d'arriver. Parce que tu peux pas proposer un cas d'immortalité observable. Tu seras pas prêt. Si tu vois ça, ton noyau psychologique et les millénaires d'informations encodées dans tes cellules, si elles rencontrent ça, elles vont sauter parce que ça rentre directement en opposition avec la notion de survie. Ton corps survit parce qu'il va mourir. Ton code te protège parce qu'il sait qu'il doit se sauvegarder. Et là, tu rencontres un immortel. Ça veut dire qu'il n'a pas de code de survie, que c'est la sève divine qui le soutient continuellement. Tu n'es pas structurellement prêt à rencontrer ça. Le taux de conscience collectif actuellement est à plus de 97% bloqué dans l'état de barbarie. Ah oui. Dis-moi 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans. Ouais, ça sera envisagé. Est-ce que Maas, tu penses qu'il y a un palier intermédiaire qui est déjà un accroissement de la longévité par des moyens spirituels? Je te parle pas du transhumanisme et tout ça. Oui, dans 20 ans à peine. Le taux de conscience collectif sera beaucoup plus grand parce qu'il y a un plan divin qui est à l'œuvre et qui ne connaîtra aucun obstacle. Déjà, dans 10 ans, il va y avoir beaucoup de gens qui d'un coup seront capables de faire des soins, des miracles. Mon académie, elle y sera pour quelque chose. À mesure que les miracles seront répondus comme quelque chose de naturel, d'ailleurs, regarde dans les lives. Au début où je lançais les lives, les gens, ils étaient en mode la bouche ouverte, à dire mais c'est quoi ce délire? Un miracle? Et puis ils se disaient c'est des complices en fait. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un à un moment donné, il monte sur le live et il me dit ouais, moi j'y crois pas, c'est ta complice, blablabla. Et je lui fais mais dans ce cas-là, pourquoi je te fais monter toi et pas ma complice de 3h15 du matin? La prochaine complice de 3h15 du matin, je la reçois, elle finit sans douleur. Et quand ils ont vu qu'il y avait des centaines de cas et des centaines de cas, trouver des centaines de complices toutes les semaines, tous les jours de façon continuelle, il en faut du budget, il en faut un réseau. Et du coup, au départ, ils avaient la bouche ouverte et maintenant, ils sont complètement habitués. Le caractère extraordinaire d'un miracle, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus naturel. Tu te rappelles le gars qui avait la scoliose et qui était complètement à dire tu vois. Elle entendait sa voix et tout, et après elle a dit j'ai plus mal, c'est incroyable, c'est fini pour moi. Une scoliose, la famille, vous vous rendez compte? Alors, est-ce que l'espérance de vie va grimper grâce à tout ça? Oui, parce que tout ça, en substance, suppose le nettoyage et la neutralisation de comportements toxiques, involutifs, Absolument. intégrés dans l'humain, dans le mental. Donc, bien sûr, la prise de conscience de tout ça, c'est aussi intégrer des nouveaux programmes divins, regards, des nouvelles lectures, des nouveaux champs d'intention, et donc des nouveaux résultats. Bien sûr. Lorsqu'un individu s'aligne avec son potentiel divin, et donc s'aligne au divin qui est la source de vie, forcément déjà il y a une vitalité qui s'accroît. Une vitalité interne,
c'est l'énergie de ton âme qui irrigue ton corps, mais aussi une vitalité qui descend de par les corps subtils depuis le divin. Donc tout ça augmente la fréquence et ça contribue déjà à supprimer un certain nombre de maladies, un certain nombre de pensées négatives. Et on sait aujourd'hui que les pensées négatives contribuent à la formation de maladies et tout ça dans le temps long. Donc forcément, tout ça finit par accroître la longévité. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques sur le fait que trouver son génie, trouver son grand but existentiel, ça accroît la longévité et ça améliore la santé, tout un tas de paramètres. Donc rien que ça, tu peux déjà le valider, c'est déjà validé scientifiquement même. Donc tu peux imaginer, quand tu vas encore au-delà au niveau de la divinisation des différents corps jusqu'au corps physique, ça va encore plus loin et ça, c'est un chantier qui s'ouvre. Et il y a cette idée que la matière, ça n'existe pas en fait. La matière, c'est de la conscience qui s'est densifiée, quoi. Il n'y a pas la division, il y aurait un champ qui serait l'esprit ou la conscience et il y aurait la matière. La matière, c'est elle-même de l'esprit. Donc il y a aussi une conscience au cœur de la matière et au cœur de la cellule qui est réceptif, comme une plante est réceptive à la lumière. Tu vois. Si je peux me permettre, quand tu dis la matière, c'est de la conscience, c'est profondément vrai. Par contre, posé comme ça, Ouais. c'est entièrement attaquable dans toutes les directions par les angles de vue pragmatiques et rationnels. Pour proposer la même chose, il va falloir le donner aux êtres avec un autre chemin de redéfinition de toutes les bases qu'on connaît de l'existence. Vous vous rappelez quand on vous posait une question et que c'était pas juste, la réponse n'était pas précisément exacte, on vous tapait sur les doigts. C'est terrible. Moi, c'est pareil, j'ai vécu ça avec mon père ou avec tout le monde, hein. Et du coup, quand on te pose une question, il y a une espèce d'exigence, tu dois avoir la stricte bonne réponse, sinon elle n'est pas validée par le comité. Bon, c'est bien à des niveaux parce que ça va forger le regard de pertinence, ça va donner un vocabulaire plus riche, des idées plus construites, comme tu l'as dit tout à l'heure en philosophie, qui permet de assembler une idée, de la canaliser, de la construire. Oui, c'est bien. Mais en fait, faut pas oublier que les mots, c'est nous qui les inventons. Et qu'avant d'être un mot, c'est juste de la vibration. Oui. C'est un son qu'on va incorporer dans une géométrie. Tu prends par exemple la lettre A, c'est une géométrie, c'est une forme. Et la vibration va rentrer dans cette forme, et ensuite elle va résonner, et ça sera toujours la même forme avec une radiance. Et on va l'entendre, ça sera toujours A. On les a créés, ces mots-là. Donc en fait, on se fait taper sur les doigts pour quelque chose qu'on a nous-mêmes créé, qui vient de rien. Quand Benjamin dit la matière, c'est de la conscience unifiée, Densifié. densifiée et unifiée, s'il pose ça comme ça, il est attaquable. Par une pensée qui va utiliser le terme conscience, qui va le définir, par une vision scientifique qui va le définir. Par exemple, pour les scientifiques, la conscience, c'est dans le cerveau. Et c'est tout. Et quand tu leur proposes, par exemple, tout un tas d'expérimentations de personnes qui ont vécu une mort déclarée et qui reviennent, entre guillemets, avec tout un tas de champs d'informations cohérents, en expliquant exactement ce qui s'est passé dans la pièce à côté, quelle personne y avait, qu'est-ce qu'il faisait, de qui était opéré, etc., 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 ils savent plus quoi dire. Donc, heureusement qu'il y en a certains qui gardent une ouverture en disant le fameux peut-être que. Moi, j'aime bien ça parce que ça ouvre un petit peu les portes. Et on a d'autres qui disent tout simplement on va barrer la porte. On va laisser ça de côté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que là, Benjamin pose une idée et qu'on peut arrêter d'être un petit peu vénère sur les mots comme des fous furieux, à venir attaquer une phrase comme ça, mais plutôt à les connecter. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par l'esprit, dans le fond et même l'arrière-fond quand il parle de conscience et de matière. Il est juste en train de nous dire soyez libres. Il n'y a pas de dualité. Tu vois, il n'y a pas d'un côté l'esprit, de l'autre la matière. Et quand tu dis que c'est de la conscience, moi je dirais pas c'est de la conscience. Un jour, j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un. Je lui ai dit, allez, dis-moi, toi, c'est quoi la conscience? Et il m'a donné une définition en 2 lignes que j'ai tout de suite adoptée. Il m'a dit, en fait, la conscience est un mécanisme de l'esprit. Parce que tu dis prendre conscience de. Et en fait, ça a fait pouf, merci. Du coup, je dirais pas que c'est de la conscience, je dirais que c'est une partie de l'esprit, qu'il n'y a que l'esprit et que c'est une partie géométrisée de l'esprit. Ah oui, mais ça me va complètement. Ça doit Pour moi, complètement, c'est et je pareil. trouve que ça résout un petit peu tous les blablas qui seraient des épées Tu autour de penses nous. qu'avec le mot esprit, t'es moins attaquable qu'avec le mot conscience? Oui, si je dis qu'en fait, D'accord. il n'y a que l'esprit et que la matière est une géométrie de l'esprit. Parce que avec ça, je le tamponne avec tous ceux qui vont boucher en leur disant matière, antimatière, anti-antimatière, double dualité, balancer toutes ces notions et juste dire unification par l'esprit, point barre. Ok. Moi, ça me va. Hein. Pour moi, ça, c'est des choix de mots. Mais ce à quoi ça renvoie derrière, c'est quand même la révolution qui a été entamée en science à partir de la physique quantique
où tu as vraiment des physiciens à la pointe qui t'expliquent ce qu'il vient de dire. Donc la réalité ultime, ils s'aperçoivent que c'est pas un grain de matière, un corpuscule, mais c'est de l'esprit. Ils le disent, hein, ou de la conscience, mais en tout cas, Et là c'est la même encore, idée. et là encore, quand il pose c'est de l'esprit, on se rappelle bien que c'est un mot que nous avons inventé Hop, pour se mettre en cohérence Voilà. les uns avec les autres, voilà. et qu'ensuite on fait la guerre pour des mots, sans se rappeler qu'on a fait de notre mieux pour se comprendre et Oui, se oui, transmettre des idées. Oui. Donc tout ce qui vient d'être dit là, même quand on parle de matière, d'antimatière, d'anti-antimatière, de dualité, de double dualité, d'énergie libre, et blablabla, c'est que des mots qu'on essaye de poser pour qu'on puisse se guider vers un chemin les uns et les autres. Faut pas l'oublier. Donc à tous ceux qui sont là Ouais. et qui font de la philosophie, de l'hyperanalyse, allez, on ramène tout ça à quelque chose de beaucoup plus concret. Allez, ça marche. Parce que faut quand même se rappeler qu'il y en a qui meurent de faim actuellement. Toutes ces pensées un petit peu qui nous aident à grandir en conscience doivent servir notre technologie, notre technologie et notre pensée altruiste. À quoi ça sert d'être des génies si on s'organise pas pour produire plus à manger de façon harmonieuse, si on s'organise pas pour que l'énergie soit redistribuée selon le meilleur, si on s'organise pas pour que la santé suive les courants qu'on est en train d'ancrer avec les JHD, si on n'est pas connecté à cette racine de terre. Vous aimez les donneurs de leçons? Moi, j'aime pas ça. Et un jour, je suis à un café, je prends un petit déj, et quelqu'un qui me regarde, il me fait « Oh, et toi, t'as l'air d'être un souverain. » Je fais « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il me dit « Bah, tu te tiens vachement droit. » Et ensuite, il me fait « Bon. » Et il commence à me parler, et il se met en maître, alors que j'avais rien demandé. Et il commence à me balancer des notions. Et tout ce qu'il faisait comme cheminement philosophique et d'élévation de pensée servait juste à avoir un petit peu la classe. Il se séparait des autres. Il se mettait en supériorité. Il y a un risque, en fait, à devenir intelligent ou à vouloir cultiver une aura d'éloquence. Si ça sert pas le bien commun et le collectif, c'est pas utile. Je peux dire un truc? Ben oui. Du coup, moi, je suis complètement d'accord et j'ai fui l'université pour cette raison. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que je vois vraiment un lien entre le fait de comprendre que tout est conscience ou tout est esprit et le fait de gérer les problèmes concrets de la Terre. Donc, ce nouveau paradigme scientifique qui est en train d'émerger, il est porteur d'une nouvelle vision du monde, de nouveaux comportements de vie qui vont aider aussi à résoudre nos problèmes concrets. Quand Je le tu mettais pas comprends- en opposition, je le mettais justement pour arriver à cette fin. Voilà, c'est ça. Pour que ces compréhensions soient enracinées, Voilà. comme tu le dis. Si tu comprends que tout est conscience, que tout est un, déjà, tu vas pas te comporter de la même manière que si tu penses que tout est matière, que chacun doit s'accaparer le plus de matière possible. Tu vois. C'est pas la même manière de vivre, en fait. C'est pour ça que c'est très important pour moi. C'est au niveau de comment on vit après quand on pense comme ça et qu'on voit le monde comme ça. Sachez que c'est en train de se faire vraiment ce changement de paradigme au niveau scientifique. Actuellement, il y a une petite avant-garde de scientifiques qu'on appelle les post-matérialistes, qui mènent cette bataille non pas pour des raisons théoriques, mais justement pour apporter ces valeurs derrière sur la table. Mario Beauregard, des gens comme ça, ils font un travail formidable pour faire avancer la compréhension de la réalité. Post-matérialiste. J'adore la formulation. J'ai l'impression d'être super intelligent quand je le dis. Essayez de dire avec moi post-matérialiste. Post-matérialiste. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les gens qui sont matérialistes considèrent que c'est comme ça qu'ils vont réussir à répondre à leurs besoins de survie. Oui. Et puis bon, bah ils ont raison. Parce que quand ils focalisent uniquement sur la matière, ils développent vachement la compréhension des causes et des effets. Et ils commencent à être pragmatiques dans leur gestion matérielle. Mais moi, j'observe que ceux qui ont un vrai canal ouvert, ils réussissent dans leur matière sans aucun problème. Avec une efficacité dans l'action, c'est vraiment du génie à l'œuvre. Je regarde ce que j'ai réalisé ces 2 dernières années. Tout ça grâce à l'hyperconnectivité de l'esprit. Absolument. C'est hors du commun. J'ai monté des retraites, j'ai écrit 40 livres de plus. Ouais, c'est ouf. J'ai monté une école. On a fait des séquences d'interviews hallucinantes. J'ai monté une formation, un business sans beans. Et ma matière fleurit. Oui. La résolution de ma matière, elle est cool, là. Donc, la famille, n'ayez pas peur. Tout à l'heure, tu disais oui, dans ta gestion, tu avais besoin de maturation. Prendre du temps, de faire tout un chemin parce que tu poses des fondations Ouais, c'est et ça. tu arrives à un ancrage que tu vas ensuite déployer avec de plus en plus de structures. C'est ça. Est-ce que tu veux en parler? Parce qu'il y a Ouais, énormément je peux en de parler. choses à en dire. Ok. Il m'a été demandé un processus par le divin qui allait prendre du temps. Et comme le divin m'a aussi donné une bonne patience, eh ben, j'ai accepté en mon âme ce chemin qui allait prendre des années, qui est un travail de maturation au service de l'humanité. Mais ça veut pas dire que j'allais lentement, hein.
je carbure de plus en plus. Par contre, le chemin est tellement long dans ce qui m'a été demandé que, pour l'instant, j'en suis pas encore à la phase de manifestation, mais ça arrive. C'est l'enjeu de cette année, justement. Dans ce que j'enseigne et dans ce que j'ai vécu, il y a un processus naturel, un peu comme un arbre qui se déploie. Il y a des étapes, tu vois. D'abord, il y a les racines, il y a le tronc, J'aime beaucoup l'image de l'arbre. les branches, voilà. Et à un moment donné, tu as les fruits qui sont mûrs, mais les fruits viennent en dernier. Je crois que c'est d'ailleurs moi qui l'avait dit à un moment. Les fruits viennent en dernier. Donc la manifestation que tu peux offrir au monde avec le sucre de ta substance, elle vient en dernier. D'abord, il faut trouver son génie, donc entrer en alignement avec son potentiel, mais une fois que tu as fait ça, c'est le début du chemin. Après, il faut le développer. Il faut apprendre à l'assumer par rapport au regard des autres. Les autres voulant parfois t'amener sur d'autres voies. Les normes de la société qui sont pas en phase avec ce que tu aspires à être, etc. Et puis, une fois que tu as développé tes capacités, il faut trouver, moi, ce que j'appelle ton idée de génie, le truc que tu vas apporter aux autres, qui amène quelque chose de nouveau. Et ça, après, il faut le concrétiser, l'offrir au monde, le professionnaliser, etc. Quand tu sers le divin aussi se met à ton service. Ça s'équilibre. Évidemment, c'est dur parfois. Mais le fait que ce soit dur te pousse aussi à continuer d'avancer et à mettre un coup, parce que sinon, tu pourrais aussi t'installer dans cette situation. Après, tu vois, quand mon canal s'est ouvert, j'ai commencé à dire « Aide-moi ». Tome 9, tu as dû voir les premiers conseils sur les plans financiers. Je lui disais, et je l'ai dit dans une des formations, si c'est vraiment le divin qui parle, non seulement je te demande de m'aider, mais avec des résultats divins. J'ai l'exigence de parler au haut plan. Donc là, tu résous ma vie, mais pas avec des scorings d'humains, quoi. Tu changes ma vie avec tes super pouvoirs. Et comment il a réagi? Avec beaucoup de structure. Déjà avec beaucoup d'amour, de rire, de joie. Et ensuite, c'était beaucoup de structure. C'est pas quelque chose qui arrive comme par magie. Il y a pas longtemps, j'étais avec le papa de Brice et par rapport à l'entreprise, on avait fait un chiffre d'affaires intéressant. On avait calé 6 000 € en 24 heures. Et du coup, j'étais tout content. Et il m'avait félicité. D'un coup, j'ai posé sur la table. C'est pas par magie que ça arrive. C'est un processus tellement puissant que j'ai dû mettre en place, d'intégration de ressources, de connaissances, de compréhension, de fonctionnement. C'est vraiment tout un processus. Absolument. Et quand tu le fortifies, que tu le comprends, après tu quittes la précarité et ensuite tu peux que rentrer dans une dynamique de génération continuelle. Mais c'est pas un truc qui arrive en claquant des doigts. Sauf si j'avais eu un mentor, il m'aurait juste dit on va bosser le côté business, j'aurais mis 6 mois, tu vois. Ou 1 an. Si je dois transmettre tout ce que j'ai maintenant à quelqu'un et je lui fais un stage intensif, en 3 mois, il peut générer 5 000 à 10 000 facile sans se prendre la tête. C'est ça aussi qui m'a donné confiance, c'est que dans les livres, on voit le processus. Ma est pris en main par le divin, par Babaji, et on voit comment tout change très vite et tout s'aligne progressivement. Alors c'est un processus, mais un processus assez rapide et on voit le résultat et effectivement on peut dire que le succès est un processus, c'est manifeste. Je sais que je suis un génie. Je me sens comme ça, mais ça va au-delà de ça. Je sens que mon système est activé. À l'époque, déjà, entre 2005 et 2015, quand on parlait d'un génie, on parlait de cas exclusifs. Il y a quelqu'un qui sort de la norme. C'est ça, ouais. Et c'est un génie. Et genre, il n'a pas choisi, ça lui tombe dessus. OK? Et donc, il est séparé du reste du monde. Ouais. C'est absolument faux. Il y a plein de gens qui viennent à mes formations, qui repartent plus éveillés, plus éclairés. Je suis profondément commun, mais sans obstacle à la circulation d'informations sur le plan interne. Ouais. Et ce que je sais, c'est que quand je vois quelqu'un, je vois qu'il est comme moi, mais qu'il ne sait pas. Et qu'il suffit de l'aider à se connecter à lui-même pour qu'il retrouve ses flux ouverts. Et qu'il soit le génie qu'il est vraiment. Vous êtes des génies. Mais tu vas y croire ou pas? Tu te dis oui ou tu te dis non? Mets dans le commentaire oui. Il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est il n'y a rien de plus beau pour moi que de voir quelqu'un s'activer au sens où on en parle maintenant. Quand ça s'ouvre, le regard change. Il y a l'âme qui scintille dans le regard. Et après, ils sont autonomes. Et ça, c'est un grand enjeu aussi pour l'éducation et le système scolaire. Le système scolaire fonctionne avec la carotte et le bâton parce qu'il n'y a pas ce truc qui est activé.
quand le génie ou l'âme est activé, l'enfant évolue tout seul. Il est mu par sa propre âme qui le guide. Et il n'y a pas besoin de coup de fouet derrière pour le faire avancer. Et en plus, ça va beaucoup plus vite. Il retient beaucoup plus. Et il sait intuitivement où est-ce qu'il doit aller. La deuxième chose, dans ce que j'enseigne, je fais une distinction entre être un génie, avoir un génie et être dans son génie. Je dirais pas vous êtes des génies. Pour moi, il y a un sous-entendu là-dedans qui prête à confusion, qui est de coiffer un peu trop dans le sens du poil l'ego. Tu vois, vous êtes un génie, c'est bon, vous avez rien à faire, c'est déjà fait. Par contre, je vais dire, vous avez un génie. Si vous le développez un peu, vous allez pouvoir déjà être dans votre génie. Et puis, si vous le déployez au sens de cet arbre qui se déploie complètement, alors vous allez atteindre le seuil qui est être un génie. Voilà. Ça permet de pas tomber dans l'ego. Parce qu'il y a aussi toute la mégalomanie derrière de « ouais, moi je suis un génie », tu vois. Excellent. On parlait de manifestation. Ce que j'aime avec l'état de génie, c'est comme ça qu'on a commencé à en parler, c'est la notion de liberté. Et par liberté, ce que j'entends, c'est j'adore lire les chemins déjà présents sur Terre. Tu sais, quand on marche beaucoup sur un chemin, après il est tracé, on le voit d'en haut. Ok. Ben, j'aime regarder les chemins que les gens empruntent depuis des milliers d'années, des dizaines d'années, des centaines d'années, un petit peu voir les séquences qui ont créé des structures denses, un petit peu immuables, comme les institutions. On regarde ce qui se pose comme institution actuellement, t'as la médecine, t'as les finances, t'as la santé. C'est des gros blocs, en fait, qui sont là. Il y a l'école, il y a l'autorité, il y a la politique. Et on voit comment les humains rentrent dans ces boîtes. On peut les regarder comme une colonie de bactéries. Tu vois un petit peu leur comportement. Tu mets une institution, comment elle rayonne et comment les bactéries coopèrent. C'est quoi leurs actions? C'est quoi leurs mutations? C'est quoi leurs directives? J'aime bien regarder ça et me dire, comme un château de cartes, mais c'est pas pour attaquer les structures. C'est juste pour dégommer l'imposition que ça met dans le regard. Parce que ces structures, elles existent en te disant quelque chose. Je suis cela, je commande cela, je dirige cela, j'impose, je rayonne ci ou ça. Et si on arrive à les enlever, simplement dans l'esprit, on peut commencer à regarder autrement. Par exemple, moi j'ai un papa qui a bossé toute sa vie pour pas grand-chose parce qu'il croyait qu'il devait cultiver l'effort, le labeur, la souffrance, comme des millions de papas en France. Héritage judéo-chrétien, merci. Et puis bien sûr, tout un tas d'autres héritages. J'ai joué ce truc-là. Quand ma fille est arrivée, j'étais serveur, je bossais 20 heures par jour. Enfin, je me tuais le dos et j'en riais à me dire, bon, c'est super, j'ai une place. L'idée, c'est de balancer tout ça et de dire, qu'est-ce qui est dans mon génie? La possibilité de manifester quelque chose qui connecte opportunité, talent, potentiel et qui me génère le résultat attendu en quelques secondes. Parce que je veux manifester une maison, pourquoi je vais faire un truc sur 25 ans? Est-ce que je peux la manifester en 3 semaines? Est-ce qu'il existe des chemins pour la manifester en 2 mois? Ouais. Et ce type de questions ramène à la possibilité de réaliser ça. L'idée pour soutenir des gens comme toi qui ont parfois le commandement d'avoir un gros chemin de préparation et qui peuvent rencontrer des tensions matérielles, l'idée c'est de connecter quelles opportunités existent dans le champ qui peuvent te permettre de générer un potentiel financier constant, par exemple, en quelques heures. Et ces pensées-là existent. Vous avez remarqué, quand une femme est enceinte, comme par magie, elle voit plein de femmes enceintes. Simplement parce que t'es ouverte à ça. Elles apparaissent pas comme par magie, elles étaient déjà là. Pareil, quand tu achètes une voiture, tu commences à remarquer tous ceux qui ont la même voiture que toi. Simplement, tu ouvres ton cerveau à un autre champ de captation, tu fais, j'en prends conscience. L'idée là, ça va être de faire pareil. Comment je peux optimiser avec des ressources colossales, géniales, que je peux attirer à moi? Parce que tu peux le faire. Il y a un code que j'ai reçu des hauts plans, c'était très simple. Je suis le seul et unique responsable de ma vie. En sous-jacent, ça veut dire, je suis le seul et unique responsable de tous mes échecs, mais aussi de tous mes succès. C'est parce que je pose l'action que ça va se manifester. Si tu le fais pas, ça se passera pas. C'est basique, hein. Mais des fois, faut qu'on soit réveillé par quelqu'un qui le dit un peu fort. Parce que c'est tellement facile. T'as regardé l'individualisme, hein. C'est pas un truc de fou, l'individualisme. Les gens sont dans une bulle, Ouais. alors qu'on est sur une planète, que on doit survivre. Bon, déjà, c'est un truc de fou. Et on est individualiste alors qu'on doit survivre. L'une des pensées de survie les plus efficaces sur le plan sauvage, c'est la coopération. Tu le retrouves entre plusieurs espèces, entre les végétaux, entre tous les règnes coopèrent. Et nous, on positionne division, séparation, jugement, à cause du système de survie qui pose « je dois survivre », plus le noyau psychologique, plus esprit qui donne une identité qui se sont séparés des autres. Par exemple, j'identifie que je suis différent de toi. Ensuite, je pose « je me protège ». Et ensuite, je pose « je me protège de toi » parce qu'on sait intuitivement que chacun a un potentiel d'agression. Mais comme on n'a pas fait d'éducation de regard et qu'on n'a pas posé l'ouverture du cœur comme principe sociétal, d'avancement, de construction, eh ben on positionne la peur comme premier gardien.
Et à cause de ça, on positionne exactement ce qui nous tue. L'individualisme a quand même apporté aussi des choses. À un moment donné, pour extraire l'individu de cette espèce de norme collective afin qu'il puisse s'affirmer dans sa singularité et faire ses propres choix. Ça a beaucoup apporté. Le versant négatif de tout ça, qui est la séparation, le fait d'être les uns contre les autres, de vouloir s'accaparer le plus pour soi contre les autres. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Mais moi, je suis jamais dans le fait de s'opposer radicalement à ce dont on est en train de sortir. Ça a été une étape qui a apporté des choses. Et puis maintenant, si on continue ça, ça va devenir un cauchemar. Donc il est temps de shifter sur le niveau suivant. Et si on le fait pas, ça va être la catastrophe. Mais à un moment donné, il était juste d'ouvrir la porte de l'individualisme et de l'expérimenter en tant qu'humanité. Merci de l'apporter. Ça ramène une richesse dans le partage extraordinaire. Et le génie, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui touche à notre singularité. Ton génie, il est unique au monde. Évidemment, il y a des grandes familles de génies, les musiciens, les scientifiques, les machins. Mais tu n'as pas la même manière de faire de la musique que Maha, que moi. On a notre propre style unique. Et plus on s'individualise, plus on va faire fleurir cette singularité. Et moins on est individualisé, plus on va créer des choses similaires aux autres en imitant tout un tas de gens et en se fondant dans la mode du moment, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'une musique reste dans le temps? Les grands musiciens des années 70. Pourquoi il y en a certains qui ont vieilli, d'autres qui n'ont pas vieilli? Parce qu'à un moment donné, il y en a certains, ils ont été traversés par un souffle, qu'ils s'étaient suffisamment singularisés pour que le souffle ait l'élan de les traverser pour exprimer une potentialité divine qui était en eux. Tandis que d'autres avaient pas cette singularisation et du coup, ils ont exprimé quelque chose de leur époque. Ils ont imité ce qui se faisait dans l'époque. Et quand l'époque est passée, ils ont été dépassés. Donc, s'individualiser, s'individuer. Ce qui serait dommage, c'est que l'adulte soit quelqu'un qui soit arrêté dans son individuation. C'est-à-dire, l'individuation serait un processus de 0 à 15 ans, et puis après, on n'évoluerait plus, on n'avancerait plus. Alors que dans ce qui s'ouvre, on a un processus d'évolution constant qui ne fait que s'accélérer dans le temps, d'ailleurs. Individuation, pour toi, c'est le processus de revenir à je et le définir. Oui, ça, on pourrait le définir comme le fait d'explorer notre potentiel individuel de plus en plus, de manière de plus en plus ramifiée. Le divin voulant faire à travers nous l'expérience d'une de ses facettes, il a besoin d'explorer jusqu'au bout de ses ramifications cette expérience-là. C'est tout le sens de l'expérimentation terrestre. C'est ce que tu Donc, l'individuation nécessaire. Mais dans notre plan actuel, on doit juste quitter l'étape de peur qui est entre nous. Voilà. Ça, là, ça doit devenir commun à tout le monde. Mais nous, on n'est pas comme ça, on est plutôt comme ça. La peur de l'autre. Parce qu'on n'a pas l'amour dans le regard, on a la peur dans le regard. Il faut être courageux pour oser regarder quelqu'un. Un peu plus, c'est de se tourner. Est-ce que ça vous dit qu'on passe au repas et on se retrouve plus tard pour une prochaine séquence? Oui, c'est bien. Alors, quand je suis arrivé ici en Auvergne il y a quelques années, ça m'a tout de suite amené ici. Oh, et ça m'a dit, voici ton nouveau temple. C'est magnifique, je sens l'énergie, elle est hyper inspirée. Qu'est-ce que je suis heureux de te voir. C'est chouette, hein? Ouais, moi aussi. Et attention, tatati. Regarde le secret de mes mollets et de mes ischios, c'est ma fille. Là, il y a la grande porte. Waouh! T'as pas envie de faire un câlin à ce mur? Oui. Waouh, sens la terre comme ça sent. Ah ouais. Waouh! Ah, ça c'est de la vraie terre. Ça c'est de la vraie terre. Au milieu d'une longue méditation, j'ai senti le divin qui a coulé sur moi. Mes larmes ont coulé aussi d'ailleurs. Waouh! Et la relation au divin m'a ramené aussi la relation à Jésus. Ça m'a amené certains films
sur Jésus, tu vois, la passion du Christ, des trucs comme ça. J'ai ressenti dans ces films la responsabilité d'être la mère d'un avatar, la pureté que ça implique parce que l'avatar ne s'incarne pas là où il y a de l'impureté. C'est forcément quelque chose d'exemplaire pour le féminin sacré, pour le féminin spiritualisé. Cette douceur, mais aussi ce sens, au moins un sens intuitif, si ce n'est conscientisé, de ce que ça implique que d'élever une âme de cet ordre-là. Poignée formelle. J'étais enchanté de te rencontrer en vrai. Je suis enchanté. Si on fait le tour un petit peu de tout ce qu'on a dit, c'est quoi les points qui t'ont le plus touché, rendu joyeux? On a beaucoup parlé du génie, de l'individualité. Cet appel qu'a chaque individu à manifester son potentiel comme un arbre qui déploie complètement tout ce qui est contenu dans la graine de génie qui est en chacun et qui est aussi la part divine. N'importe qui est connecté à lui, qui passe du temps à s'écouter, découvre tout ça avec ses mots ou sans les mots. Il y en a qui sont, par exemple, sans instruction ou éducation, qui savent pas parler, mais qui ont tout ça déjà en conscience. Ils savent pas l'exprimer. Si vous êtes comme ça dans ce cas-là, faites-moi un grand sourire. Tout va bien. Peut-être faire un petit boulot sur apprendre du vocabulaire, parce que si vous avez tout ça avec des mots, vous pouvez le transmettre à plein de gens. C'est comme une des cellules qui crée des connexions. Vous êtes important. On est important. Tu vois, moi, les trucs qui m'ont le plus touché, c'est la manifestation dynamique. Prendre quelque chose qui n'existe pas, une situation qui ne bouge pas, et connecter le chemin qui manifeste. Qui non seulement manifeste, mais selon la grille, dans la grille d'opportunité, le point le plus idéal à faire descendre en un minimum de temps. C'est un truc que j'adore faire, et comme j'arrive à le faire en ce moment et de plus en plus, du coup, maintenant, je peux penser à un truc un peu plus collectif. Tout le monde mérite d'avoir les bons outils, les bonnes cartes à jouer pour être heureux. Et j'essaye de structurer le maximum de chemin pour que les autres y arrivent. Tu parlais de tout à l'heure d'Aurobindo, Mahananda Moi. Ils sont pas restés longtemps, mais on en parle encore. Parce qu'ils étaient des bienfaiteurs. Je préfère me retirer de ce monde avec une trace derrière moi qui a un sourire continuel sur tous les visages. Alors profitez bien pendant qu'il est là, parce qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je tiens à mentionner que les formations de Maha, c'est ce qui se fait de plus avancé en termes de spiritualité. Mais n'ayez pas peur du mot avancé, parce que c'est aussi un grand pédagogue. Il parle au bon rythme pour chacun, et il a cette intelligence pédagogique de faire des schémas aussi pour expliquer des choses, de choisir les mots les plus simples pour faire passer des choses qui sont très mystiques, très avancées. Je peux citer quelques formations qui m'ont vraiment époustouflé. Alors, il y a Koom 1 et 2. Il y a la formation sur le regard, la divinisation du regard. Lorsqu'on travaille le regard, on travaille en même temps tout l'être. Parce que notre âme est connectée à notre regard. Donc, les guérisseurs de lumière, c'est une pépite pour ceux qui veulent un peu plus de matière. Il y a vraiment plusieurs heures de vidéos. Et je suis en train de découvrir la formation la plus grosse, devenir thérapeute, avec Mahavatar Babaji, je crois, hein, c'est ça que le Bien sûr. Alors, si vous saviez à quel point il est généreux, il fait des cadeaux, vous allez rire quand quelqu'un va débarquer en disant « Oui, il veut nous vendre des choses, c'est un charlatan », parce qu'en fait, il m'a passé gratuitement en cadeau plein de choses, déjà. Je sais, plus profond de moi, dans l'expérience, que c'est pas pour l'argent qu'il fait ça. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Il y a aussi les livres qu'on a mentionnés qui sont vraiment un héritage qui permet de suivre comment un être se transforme à partir du moment où le divin le prend en charge. Exact. J'espère qu'on va collaborer. En tout cas, c'est déjà une collaboration. On continue avec les JHD parce que c'est l'un de mes élèves. Il est exceptionnel. Il était pas du tout dans le soin, mais alors là, rien de rien. Non, en 3 cours, et en date du 7 juin dernier, il a fait son premier miracle après 10 heures de formation. Un miracle, c'est quoi? Quelqu'un qui a mal, on sait pas le traiter. Il passe entre les mains de Benjamin, à distance, sans médicaments et gratuitement. Neutralisation complète du plan symptomatique, devant témoin, et c'est filmé. Il fait partie des superstars de l'école. Il y a Lilian qui a réussi, Nadine qui a réussi, Wafa qui a réussi. Et dans les prochains jours, on espère voir bien sûr des floraisons dans tous les sens.
parce que c'est facile, vous pouvez aussi faire des miracles. Je peux vous apprendre. Si vous êtes sincère, humble et que tu fais ce que je dis, tu réussiras. C'était facile? Ça relève d'un état d'unité avec le divin. Qu'une fois qu'on a vraiment avancé là-dessus, le reste peut suivre facilement. Mais c'est quand même la condition. Ce qui implique un sérieux, une responsabilité et le fait d'être au service réellement de quelque chose qui nous dépasse. Merci Benjamin. Bienvenue au désert. Wow. Je suis reconnaissant. J'ai un dernier message. J'ai vécu à la rue. Sans argent. J'ai pris des drogues. J'ai galéré. Benjamin avait parlé de processus de transformation de l'humain, au fait que le divin prenne en charge cet humain-là. En 7 ans, j'ai tout libéré. Pour être là où j'en suis, j'aurais dû avoir un père incroyable, ultra formé, un cursus sans erreur. Non, j'ai pris des baffes. J'ai failli mourir plusieurs fois. J'avais la joue collée au sol et j'étais gris. Et le divin m'a ressuscité et il m'a surtout dit, t'as rien de spécial, même si on est tous uniques. Ce que j'ai fait pour toi, je le fais pour tous mes enfants. Si aujourd'hui t'es en difficulté, fais confiance à ta lumière. Je peux te garantir que tout sera fait dans tous les plans de conscience et dimensions pour que tu t'accomplisses. Un maximum d'espoir pour toi, un maximum de foi en toi et un maximum de confiance en toi. Parce que même si t'as tous les dons du divin, si t'as pas confiance un minimum en ton prochain pas, rien ne se réalisera. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux de l'école aussi, qui sont là dans notre cœur. Merci à tous ceux qui vont grandir avec Maha et cet enseignement unique au monde. Et j'espère que de bonnes choses vont germer grâce à tout ce qui est en train de maturer ici. Tu vois que je suis un maître authentique? Eh bien, moi, je sais que je suis face à un maître authentique. Poignée de main formelle?